Salut, c'est Steph de ma banlieue. On est de retour pour une nouvelle saison, mais cette fois-ci en studio avec des chroniques, des reportages, des entrevues, des perfos et encore plus de surprises. Cette semaine à l'émission, on jase avec Marc Laverdière de son nouveau spectacle. Héloïse nous parle de la génération Beta. On visite le domaine de la France et l'Orchestre Avant de Saint-Jérôme nous parle de leur nouveau concert. Bonne émission! Marc Laverdière. Oui. C'est vraiment un privilège de vous accueillir. Ah, ben mon Dieu, merci. Aujourd'hui, dans notre nouveau studio. Ben oui, tu parles. J'étais sûre que c'était voulu, votre foulard flamand. Je savais pas. Non, Minou m'a acheté ça il y a 3-4 ans, puis je sais pas, je l'aille pas. Je trouve qu'il va bien avec mes cheveux. Mais c'était destiné. Je pense qu'on était destinés à se rencontrer. On vous rencontre d'une part parce que vous êtes de passage avec votre tournée. Oui. Marc Laverdière fait son show dans notre région, les Basses-Laurentides. Mais avant tout, je veux vous poser une question parce qu'en préparant l'entrevue, j'ai écouté des balados que vous avez faits, des passages, puis j'ai été beaucoup interpellée. Comment va votre belle Jeanne? Jeanne, présentement, ça va bien. Okay. On sait qu'avec Jeanne, c'est jamais guéri. C'est toujours en attente d'eux. Ouais. Jeanne fait des crises d'épilepsie à tous les jours. Des fois, c'est pas des fortes, mais on sait que c'est une crise qui va l'emmener. Fait que un jour, ça va être cette crise-là. Mais je pense que Jeanne m'a montré à moi, en tout cas, à apprécier chaque jour qu'on l'a. Parce que, tu sais, elle nous avait dit, elle ne dépassera pas 5 ans. Ben oui, c'est ça. Et là, elle va avoir 12 ans en mars. Et ça, en soi, c'est un miracle. Parce que Jeanne, c'est votre petite fille. Oui. Elle vit avec le syndrome de Rett. Oui. Mais c'est aussi la muse de votre fondation. J'ai l'impression que c'est votre moteur aussi qui vous fait avancer. Si Jeanne n'aurait pas été là, je ne serais pas ici. Je veux dire, pas parce que j'aime pas faire qu'est-ce que je fais, mais je veux dire, je ne sais pas à l'âge que c'est arrivé, à 56 ans, ces fameuses capsules-là, si j'aurais embarqué dedans, si j'aurais pas eu la motivation de donner un sens à la maladie de Jeanne. J'aurais dit, c'est bien le fun, mais regarde, la bonne femme, elle va se parquer sur le bord, elle va regarder passer. Mais là, j'ai vu comme une opportunité de donner un sens à ça. Puis, tu sais, l'important dans une maladie comme ça, je pense, c'est de trouver un sens pour pas virer fou là-dedans. Ben oui. Ouais. Puis là, vous avez votre fondation Marc Laverdière. Il y a une partie, dans le fond, des billets que vous vendez qui est remis directement à la fondation. Quand j'écris un livre, mes droits d'auteur, ça va là, puis tout ça. Et ça me stimule. Tu sais, moi, ça m'est arrivé à 56 ans. Oui. Tu sais, je veux dire, je m'en allais vers une retraite tranquillement. C'est pas mon métier de base. Je veux dire, moi, les communications, j'ai été vendeuse toute ma vie. Je suis horticultrice. Mais là, avec ça, je me sens comme si c'est la mission à Jeanne. Je ressens pas que c'est la mienne. Tu comprends-tu? Puis je dis ça souvent à des gens quand ils me disent « Ah, vous savez, les enfants handicapés, lourdement comme ça, ils ne servent pas à la société. » Je réponds toujours « Trouve un enfant de 11 ans qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui fait... puis qui a parti une fondation. On se en reparlera. » Tu sais, tout ça, ça vient d'elle. Et je sais qu'elle est consciente de ça parce que quand on envoie les chèques aux enfants, elle a tout le temps une réaction joyeuse. Puis Jeanne n'est pas toujours avec nous. Souvent, elle est comme ça, puis elle regarde, elle est dans son monde. Mais à chaque fois, Jeanne a cette réaction-là de joie. Elle le sait. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais je sais qu'elle le sait. Et ça me fait énormément de bien. Je trouvais ça important de commencer l'entrevue avec ça parce que c'est quand même un sujet que vous abordez de plus en plus. Oui. D'autant plus que là, votre tournée a un lien direct avec votre fondation, avec Jeanne, avec d'autres familles qui vivent aussi la même chose. Fait que, tu sais, on part parce que vous faites du bien à beaucoup de personnes. Vous m'avez fait du bien à moi cette semaine, à un moment où j'en avais besoin. Je vous écoutais, vos entrevues, vos balados et tout ça, puis ça m'a vraiment beaucoup touchée. Les gens qui vous connaissent pas, puis que là, on veut les inviter à votre spectacle, en 3-4 mots, ce serait quoi? Rencontre dans la cuisine. Tu sais, moi, dans mon show, je raconte des anecdotes
de ma vie. C'est pas quelque chose qui a été écrit par d'autres personnes. Je parle, à un moment donné, de Jeanne. Je parle de Minou, mon conjoint, que j'adore. Je parle de ma vie. Puis je pense que j'ai l'impression, quand je donne le show, d'être dans ma cuisine, puis les gens qui viennent le voir, ils me disent, j'avais l'impression que c'était juste à moi que tu parlais. Puis ça, j'aime ça, cette relation-là. Tu sais, je suis... À l'âge que j'ai, t'es plus à l'âge de vouloir prouver que t'es quelqu'un. Ça, je l'ai fait. Là, je suis à l'âge je veux avoir du plaisir, je veux être bien, je veux faire du bien aux autres, je veux être heureuse. Je veux juste ça, moi. Tu sais, je veux dire, elle reste... tu sais, il y en a qu'une qui me disait, tu sais, peut-être, Marthe, change un peu ton... On s'en fout de ça. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux avoir du plaisir, puis je veux que les gens qui viennent me voir se disent, j'ai eu l'impression que je prenais un café avec toi. Puis je pense que je réussis quand même bien là-dedans. Bien, moi, je vous dis, on s'est rencontrés là, pour la première fois tantôt. Je me sens vraiment, je suis très captivée. Je pourrais vous écouter parler pendant mon Dieu, des j'aimerais heures. que Minou serait de même. Puis on s'attache aux gens qui gravitent autour de vous aussi. Oui. Minou, j'ai l'impression de le connaître. Quand j'ai parlé à mes parents, je disais, mon Dieu, je vais interviewer Marthe Laverdière. Ah, mon Dieu, vous y parlerez de Minou. Ah oui. Tu sais, c'était vraiment... On s'attache à vous, on s'attache à votre vie. Donc, on comprend l'engouement qu'il y a autour de vous, Marthe Laverdière, en ce moment. Et j'ose espérer pour encore plusieurs années. Puis je dois vous dire aussi que vous êtes une inspiration pour beaucoup de femmes qui, comme moi, sont curieuses de nature. Oui. Qu'on a une soif de connaissances. On veut toucher à tout, on veut tout faire, on veut tout apprendre. Puis des fois, c'est incompris par certaines personnes, cette espèce d'appétit un peu insatiable pour la vie. Puis des fois, tu sais, ça va être « Ah, mais tu sais, toi, jeune, tu vas avoir, c'est ça, un TDAH » ou tu sais, nanana. Mais je trouve ça le fun parce que moi, j'arrive à 40 ans bientôt. Pour moi, c'est nouveau, cette carrière-là. Oui. Puis des fois, je trouve ça complexant. Quand tu es entouré de personnes qui ont un travail, qui ont une routine, qui ont leur vie, qui sont bien, qui sont satisfaits, puis de vouloir toujours un petit peu plus. Fait que je trouve ça le fun de vous voir aller, puis je voulais vous le dire. Je trouve ça important de vous le dire. Tu sais, dans mon show, je parle à un moment donné de mon hyperactivité. Moi, j'ai jamais voulu être médicamentée. Quand j'étais jeune, tu sais, on parlait pas de ça. Puis, mais, tu sais, c'est sûr que j'ai passé beaucoup de temps à mon primaire dans le passage. C'était une belle place, le passage. J'étais ça dans le passage. Et mon père disait, canalise ton énergie, Marthe. Essaye de faire quelque chose de créatif avec ça et non de dérangeant. Et je pense que l'hyperactivité, oui, c'est agaçant pour les autres autour de nous sûrement, mais c'est aussi une grande possibilité. Oui. Et, tu sais, il y a beaucoup de parents qui me disent après le show, « Oh, mon enfant est hyperactif, Marthe. » J'ai dit, laisse-le aller. Mets-le dans la créativité. C'est la clé. C'est la clé parce que l'être humain peut tellement faire beaucoup de choses. On est habile dans beaucoup de choses, mais souvent, on se limite à une chose. Et je trouve ça de valeur. Moi, tu sais, je parle à des gens retraités souvent qui me disent, je leur dis, toi, dans la vie, moi, j'étais coiffeuse. Non, je te parle pas de... Mais toi, dans la vie, moi, là, j'étais coiffeuse. Oui, t'es coiffeuse, mais t'es pas juste une coiffeuse. T'as des passions, t'as des buts, t'as des projets, t'as des talents. Ils me répondent pas. Mais il faut aller au bout de ça. Ouais. De tout ça. Moi, je vais me faire plein d'affaires. Mais ça me met en paix avec mon moi-même. Puis c'est cette paix-là que j'ai l'impression que je cherchais dernièrement. Puis c'est en vous écoutant, sincèrement, que ça m'a fait un petit baume. Ben oui. Puis j'espère que par vos sages paroles, votre talent naturel de conteuse, que vous saurez conquérir les Basses-Laurentides. Puis les gens qui ne vous connaissent pas puis qui vont vouloir en apprendre plus sur votre univers. Vous êtes en spectacle dans la région les 23-24 janvier à Sainte-Thérèse, 9 février à Saint-Eustache dans ma ville, je vais y être, et le 28 février à Saint-Jérôme. Puis on peut se procurer les billets martelaverdière.com. Oui. Puis .ca. Merci. C'est autre chose, c'est pour des conférences. .ca, merci de me ramener. Puis à partir de là, on peut découvrir vos 7 livres, vos conseils en horticulture, tout ce que vous voulez. Oui, j'en ai un autre livre qui sort au printemps. J'en ai 9 de fait, là. Ça va être mon 10e qui sort, là. Je trouve ça beau, je trouve ça inspirant. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir.
Hello, je suis tellement contente. On brise la glace ensemble pour cette première émission. Oui. Et là, aujourd'hui, tu nous présentes ta première chronique web. De quoi on va parler aujourd'hui? Mais écoute, on est entré dans une nouvelle année, hein? Fait que bonne année. Bonne année. 2025, certainement. Mais parlant de la nouvelle année, il y a quelque chose qui est arrivé avec cette année-ci. C'est l'arrivée d'une nouvelle génération. T'avais-tu entendu parler de ça? Non. Ah, c'est fou. La génération Beta qui est arrivée donc le 1er janvier 2025. La génération Beta, on est rendu dans l'alphabet grec maintenant. Ouais. On a commencé avec génération Alpha, maintenant Beta. Et puis, ça va être la génération qui va être de 2025 à 2039. OK. Ouais, hein? Je commençais juste à démêler un peu millénial, Gen Z, tout ça. Ça fait beaucoup, hein? On est tous surpris par ça, définitivement. C'est pas rien parce que cette génération-là, on sait que ça va être marqué par beaucoup de choses, l'intelligence artificielle, l'automatisation, plein de choses, enjeux sociaux, environnementaux, beaucoup de choses, même que c'est dur pour nous d'imaginer qu'est-ce que ça va être dans leur futur. Un peu effrayant, mais... Oui, puis c'est effrayant parce qu'on sait qu'en 2101, donc au 22e siècle, les bébés qui vont être nés en 2025 vont avoir 76 ans. Fait qu'ils vont voir le 22e siècle. C'est vraiment pas rien, puis justement, nous, on réagit à ça. Non, c'est ça exactement. Ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux en ce moment, surtout la génération Z. Ça, c'est 1995 à 2009, parce qu'ils ont été habitués à être les tout-puissants des réseaux sociaux. Presque, on sait qu'il y a une certaine rivalité entre les milléniaux et la génération Z, de qui est le plus pertinent, qui est le plus drôle, etc. Puis la génération Z avait tendance à un petit peu juger les milléniaux, mettons, qui sont de 1980 à 1994. Voilà, génération Z, fait qu'on représente bien... On représente la dualité. Conflit, oui, exactement. Et bien, on réalise que la génération Z prend la place des milléniaux quant à la pertinence sur les réseaux sociaux. La génération Alpha commence à se moquer un petit peu de la génération Z. Et la génération Beta vient juste confirmer que la génération Z est rendue un petit peu vieille. Oh mon Dieu, j'ose même pas imaginer où est-ce que je me trouve. C'est ça, exactement. Puis il y a aussi le fait que la génération Z réalise qu'ils vont sûrement être les parents pour la majorité de la génération Beta. Donc c'est un petit choc. On va aller regarder justement c'est quoi l'opinion de tout ça. Bien curieuse. Ça y est, c'est la génération bêta qui débarque, ça veut dire que ça fait de nous, les millennials, des bêtas. Ah, c'est terrifiant. Mais surtout, ce qui est terrifiant, c'est que je suis censée, en tant que millennials, donner vie à des bêtas. Et je le fais pas du tout. I woke up this morning feeling super old, and here's why. I stumbled upon this post which talks about Gen Beta. Gen Beta. Generation Beta. Comme si être comparé à des milléniaux était la pire insulte. Ah, littéralement, là, comme si on était rendu à la mort presque. C'est fini après ça pour nous. Mais je pense que c'est le même parallèle que nous quand on se fait comparer peut-être aux boomers. Tu sais, c'est un peu ça, J'ai entendu des générations Z qui vous comparaient aux boomers. Là, ça fait mal. Ouais, non, c'est assez rough. Mais je pense que c'est normal le taux de choc qu'il y a avec ça parce que pour la première fois de l'histoire, il y a 7 générations en même temps qui existent. Là. C'est assez majeur. On a les 7 ici, là. C'est assez gros, là. Fait qu'on a la génération silencieuse, 1928 à 1945, les baby boomers, 1946 à 1964, génération X, 65 à 79, la génération Y, donc les milléniaux, de 80 à 94, génération Z, le clou du spectacle, de 95 à 2009, génération Alpha, qui vient tout juste de terminer, voilà, 2010 à 2024, et puis les petits nouveaux, la génération Beta. Et puis, on en a là, quelques-uns qui sont déjeunés, évidemment. Ça fait un moment déjà que 2025 est commencé. Et puis, on a le tout premier bébé de la génération Beta qui est né dans les Laurentides le 1er janvier 2025 à 4h14. Fait que le premier bébé de l'année 2025 dans les Basses-Laurentides, à l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Et c'est aussi le premier bébé de la génération Beta. J'allais dire future influenceuse, mais en même temps, probablement que ce terme-là va être complètement dépassé, rendu probablement, là. Oui. Toutes les règles vont changer, quoi. Et ça, c'est seulement le premier bébé de beaucoup parce qu'on assume que d'ici 2035, la génération Beta va représenter 16 % de la population. Donc, ça monte en flèche, là. Oui. OK. Oui, je sais pas si on a raison de dire qu'on est vieux, mais... Ben, toi, je sais pas, mais moi, je le sens. Je m'en viens qu'on voit mes petits cheveux gris à travers la télé. Merci. Bien, merci à toi. C'est super intéressant. Comme je te dis, effrayant, mais très, très pertinent. C'est ça. On a des questions à se poser, c'est sûr. Donc, chronique de la semaine prochaine? Ah, ben écoute, je te garde ça un secret. J'ai déjà hâte. Parfait. Merci, Hello. Merci à toi.
Cette semaine, on est à Saint-Joseph-du-Lac, au Domaine La France, dans le cadre du Festival du Cidre de glace. Et on en profite pour tomber dans les pommes. C'est une activité qu'on fait ça, nous, ça va faire 25 ans quand même. On a deux façons de faire pour le cidre de glace. Ça, c'est la cryo-extraction qu'on appelle. La cryo-extraction, on extrait le jus de la pomme directement en hiver. Il y a la cryo-concentration. Cette activité-là, bien, les pommes sont quand même, on peut quand même y goûter quand sont. Oui, je l'ai vécu avec les enfants. Bien oui, puis là, c'est vraiment comme les vendanges. C'est un peu comme un vignoble, les vendanges. Fait que les gens viennent ici, cueillent les pommes. On a gardé environ une centaine d'arbres de pommiers de 3 variétés différentes. Puis à chaque année, c'est environ 5 à 10 de notre production totale là, de cidre de glace. Parce qu'il y a deux façons de faire. Fait que la cryo-concentration, c'est environ 90 et la cryo-extraction, c'est environ 10 Cette pomme-là qui est dans les arbres, la beauté de ça, ça goûte la pomme cuite. Puis en fermentation, le produit va être prêt environ dans 4 mois, là, après fermenter et filtrer et tout. Fait qu'à l'été, on va avoir c'est un cidre de glace qui équivaut à un vin de glace. Là, ouais, c'est ça. Donc, les gens viennent ici en famille, vont cueillir des pommes gelées, peuvent même y goûter. Bien, ils peuvent y goûter. On a 25 hectares là, de verger, fait que vraiment, le verger est grand. Et on a des sentiers, c'est ouvert à l'année aussi. Mais aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est qu'on a aussi la visite de la cidrerie qui fait partie de l'activité. Fait que les gens peuvent venir nous retrouver. On a des feux à l'extérieur. On a la boutique qui est ouverte à l'année. On a un nouveau bistrot qui a été construit en 2023. Fait qu'on a une vue même de Montréal. Là, on a une maisonnée dans l'intérieur, des bons repas traditionnels. Et la cidrerie, bien, c'est agréable de voir là, la façon de faire de tout ça. On a tous nos équipements à l'intérieur. Et le cidre de glace, est-ce que pour vous, vous remarquez qu'au Québec, il y a un engouement pour cet alcool-là? Est-ce que les gens, il y a comme une habitude qui est créée? Oui. Bien, nous, ça fait partie de notre ADN. Là. Depuis 25 ans, on s'est fait connaître avec ça. Fait que c'est sûr qu'au Québec, on a un cidre de glace qui est partout dans les succursales. Et puis, on a exporté aussi en Europe, au Japon. On exporte présentement aussi en Asie. Et non, bien, c'est vraiment un produit qui est... c'est la pomme. Le pays de la pomme, c'est le Québec. Ça reste que ça goûte la pomme concentrée. C'est un peu comme le sirop d'érable pour nous. C'est une fierté. Donc, on invite les familles, les gens, les épicuriens, tout le monde qui a envie de vivre l'expérience du Domaine La France à l'année. Mais je dois vous dire qu'il y a vraiment quelque chose de spécial de venir ici l'hiver. C'est comme un espèce de paysage féerique. Puis on va aller découvrir vos produits, on va aller goûter à ça. Vous êtes invité à vivre une expérience unique ce week-end, les 25 et 26 janvier, au Domaine La France, dans le cadre du Festival du cidre de glace. Bonne découverte! Jade Piché, vous êtes chef d'orchestre. Oui. Dominique Labrosse, vous êtes vice-président et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du concert qui s'en vient le 25 janvier prochain dans le cadre du 175e anniversaire de l'Orchestre avant Saint-Jérôme. Comment ça se passe, les préparatifs? Bien, ça va bien. On répète depuis le mois de septembre. Donc, on a une répétition par semaine. Donc, les musiciens viennent à tous les lundis soirs répéter. Donc, on prépare le répertoire, puis on est dans les derniers 1000. Là. On peaufine. Ça arrive là. Il reste une répétition avant le concert. Donc, on est dans les derniers détails de peaufinage des pièces puis du répertoire. Puis, on est presque prêt. Puis, le nom de votre spectacle, c'est Écho du passé. Là, je veux pas brûler de punch rien, mais le répertoire, ça ressemble à quoi? À quoi on peut s'attendre comme spectateur? Pour ce concert-là, j'ai choisi des pièces qu'on a déjà interprétées à travers les années. Donc, c'est des pièces qu'on a fait soit en compétition, soit en concert régulier, des œuvres qui ont été beaucoup appréciées par les musiciens ou par le public. On ouvre avec une surprise. C'est une marche parce qu'évidemment,
l'Orchestre Avant de Saint-Jérôme était une fanfare, il y a de cela longtemps. Donc, on y va avec la tradition, mais il y aura quand même une petite surprise là, lors de cette ouverture-là. Puis après ça, c'est du répertoire très, très varié. On passe de pièces qui sont écrites pour Ensemble Avant, de la musique de film, comédie musicale. C'est toujours gagnant. Oui, il y a toujours... j'essaie toujours d'avoir une grande variété pour chacun des concerts. On touche à la musique pop aussi. On a une œuvre des Beatles. Fait qu'on fait vraiment un peu de tout. Parce que l'ensemble de votre orchestre est quand même assez varié en termes de génération. Donc, c'est un peu pour plaire aussi aux jeunes qui ont... Le plus jeune a quoi, 16 ans? Oui, environ 16 ans. Puis ça va jusqu'à... Bon, on n'ira pas dans le détail précis, mais dans les 70 ans. Donc, une très grande variété à travers les 40 musiciens. Parfois, il y a des jeunes qui sont là quelques années avec nous, rentrent à l'université, nous quittent quelques années, reviennent par la suite. Fait qu'il y a des gens qui rentrent, qui reviennent. On a même des musiciens qui sont là, que leurs parents en ont fait partie. Il est arrivé aussi d'avoir parents-enfants en même temps dans l'orchestre. Parce qu'en 175 ans, on peut se dire qu'il y en a passé, là. Ah, il y en a eu du monde, là. Des musiciennes au sein de votre orchestre, qui s'appelait jadis la bande du Dr. Jules. Exact. Moi, j'adore ce nom-là. On dirait que je m'imagine un monsieur avec un chapeau qui se prend un petit flasque puis qui joue de la musique. Oui, Jules, en fait, Jules-Édouard Prévost, le fondateur de l'orchestre, en 1849, part de Sainte-Anne-des-Plaines, décide de s'installer à Saint-Jérôme parce qu'il est médecin, il y a une vingtaine d'années, et part la bande à Jules, qui, dans le fond, va rassembler les musiciens de Saint-Jérôme, vont jouer dans les rues, semaine après semaine. À un certain moment, l'orchestre va fusionner avec la fanfare de la Rollin, et ça va devenir fanfare de Saint-Jérôme. Wow. Et par la suite, Harmonie Saint-Jérôme, et là, on vient d'actualiser le nom. Orchestre Avant Saint-Jérôme. Oui. Puis ça fait combien de temps que c'est le nom officiel? Quelques mois. Quelques mois, OK. Fait qu'on est à l'affût de l'actualité ici à TVDL. J'aime ça. J'aime ça. Puis en même temps que le concert, dans le fond, il va y avoir une exposition aussi en simultané. Vous avez travaillé avec Histoire et Archives Laurentides. Exact. On aura la chance d'avoir Henri Prévost, qui est président de Histoire et Archives Laurentides, mais qui est aussi l'arrière-petit-fils de Jules-Édouard Prévost, qui va être là pour présenter. Il va faire 2-3 apparitions là, tout au long du concert pour parler un peu de l'histoire de l'orchestre. Et on aura des membres de Histoire et Archives Laurentides qui auront un kiosque pour présenter des archives. Okay. Un uniforme de la fanfare, tambour, baguette, quelques documents là, à présenter. Là, Puis est-ce que ça, ce sont des vestiges, dans le fond, qui ont été conservés par la famille Prévost? Exact. Tout ça fait partie du fonds de la famille Prévost, qui est dans le fond le ou un des plus vieux fonds d'archives chez Histoire et Archives Laurentides. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça super, super pertinent de fusionner à la fois le concert, mais d'aussi aller honorer toute l'histoire qui a mené aujourd'hui à l'Orchestre Avant Saint-Jérôme. Si on se ramène un peu en 2025, comment vous faites aujourd'hui pour remplir des salles à une ère où le numérique prend quand même le dessus sur la scène culturelle? Bien, c'est sûr que c'est pas évident, là, surtout avec la pandémie aussi. Ouais, nous, on a été arrêtés presque 2 ans. Donc, quand on est reparti, même le recrutement des musiciens, c'est pas toujours facile. Quand on arrête de jouer de la musique, ça paraît. Fait que reprendre, ça prend du temps avant de retrouver son son puis de se remettre un peu en forme. Mais c'est sûr que là, on a beaucoup de nouveautés sur notre conseil d'administration. Dominique est là depuis peu. L'équipe travaille vraiment fort pour être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Puis c'est ce qui nous a aidé à augmenter le nombre de personnes qu'on avait dans notre public à chaque concert, qui va toujours en croissance un petit peu là, à chacun des concerts.
C'est sûr qu'on ne remplit pas des salles de 5000 personnes, mais on réussit quand même là, à aller chercher un bon public. Puis nous, c'est ce qui nous permet aussi de poursuivre nos activités avec la recette, les recettes de vente de billets. Parce que, veut pas, acheter du répertoire, entretenir les instruments. On pense pas à toutes ces choses-là. Les compétitions auxquelles on participe aussi, ça coûte des sous. Donc, il faut aussi entretenir tout ça, là, les frais, les camions pour les concerts, le transport des instruments. Donc, veut pas, il faut vendre. Faut vendre. Vous êtes ici pour ça aussi. Là, on met de l'avant le concert qui s'en vient. Là, je retourne encore dans le passé. Il y a une anecdote en lien avec un animal. Une vache. Oui, en fait, si on recule dans le temps, on parle de 1849, 1850. En fait, le dollar canadien est arrivé en 1858. Donc, avant ça, c'était pas le Canada. C'était ce qu'on appelait la province du Canada uni, mais tu sais, il y avait pas toujours de l'argent pour faire des acquisitions d'instruments. Une des premières caisses claires acquises par l'orchestre, ça a été en fait du troc en échange d'une vache. Ça, j'ai appris ça avec une collègue du conseil d'administration en allant fouiller dans les archives, en lisant des vieux procès-verbaux de l'orchestre. On a trouvé toutes sortes d'anecdotes là, assez croustillantes là, qu'on va essayer de partager un petit peu là, durant le concert. Mais c'est parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement pertinent, puis il reste que ces 175 ans d'histoire là, que vous allez célébrer sous peu. C'est pas rien. Alors, les gens sont conviés au spectacle, au concert, devrais-je dire, Écho du passé, qui sera présenté le 25 janvier 2025 à l'auditorium Germaine-Guévremont du Cégep de Saint-Jérôme. Les personnes intéressées vont pouvoir se rendre sur votre site Internet ovsj.ca. Peuvent aussi suivre notre page Facebook. Oui. Donc, allez aimer la page Facebook, puis vous allez voir passer dans votre fil d'actualité toutes les informations sur nos activités. Puis tout de suite après le concert, on va avoir une nouvelle session qui va commencer, parce qu'habituellement, là, on fait 2 concerts par année, plus les compétitions. Donc, on a notre concert de janvier, qui est le concert anniversaire, puis ensuite de ça, on part une nouvelle session avec ce que nous, on appelle, puis ce que beaucoup d'ensembles appellent une chaise ouverte. Donc, c'est la première répétition de la saison. Et tout le monde est invité. Tous les musiciens qui seraient intéressés à se joindre à l'ensemble peuvent venir jouer à cette répétition-là. Ils amènent leurs instruments, ils s'assoient avec nous. En général, ce que je fais, c'est que je lis le répertoire du prochain concert. Les gens voient un peu ce qu'on joue, le niveau aussi qui est demandé. Ben oui, c'est important puis s'ils aiment ça, puis après ça, bien, ils peuvent décider s'ils veulent se joindre à nous, si on a de la place dans leur section. Moi, je ne pourrais pas me joindre à vous parce que je suis vraiment très nulle, mais ça va me faire plaisir de partager et de diffuser votre belle œuvre. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci. C'est déjà tout pour nous. Pour revoir les épisodes, rendez-vous sur tvbl.ca. On se dit à la semaine prochaine.